C'est très dangereux de croire à sa propre propagande de cette manière. Mais on voit souvent que c'est ce qui se passe pendant les conflits, car quelque chose de similaire s'est produit en 2014, après que la Russie a repris la Crimée. À cette époque, le président Obama est intervenu et a rejeté la position russe. Les Russes avaient dit « Eh bien, vous avez pris le Kosovo. Ils ont été autorisés à faire sécession sans la permission de leur pays. Alors pourquoi pas la Crimée ?» Et le raisonnement d'Obama était « On ne peut pas comparer, car au Kosovo, il y a eu un référendum. Il y avait de nombreux observateurs internationaux pour s'assurer que c'était légitime. » Il entre ensuite dans les détails concernant la Crimée et la manière dont cela s'est déroulé. Et à la fin, tu sais, il n'y a jamais eu de référendum au Kosovo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aucun journaliste ne pouvait le signaler, du genre « Attends une seconde, ça n'est jamais arrivé », parce qu'alors tu soutiens le récit de la Russie. Et ça, tu ne peux pas le faire. Cela devient donc une obligation morale pour chaque journaliste occidental de faire comme s'il n'avait rien entendu ou de faire semblant qu'il y a bien eu un référendum au Kosovo. Et on voit la même chose avec la guerre en Ukraine. Chaque fois qu'il se passe quelque chose et que ce que disent les Russes est vrai, mais que cela ne met pas Trump, les États-Unis ou l'OTAN en valeur, c'est juste « bon, on va faire avec ». Et au bout d'un moment, cela crée une sorte d'auto-illusion. Mais j'allais dire, avec Marandi, l'idée que cette ville soit tombée. Je veux dire, c'est bien là le problème avec les think tanks et tout ce qui s'y rattache. Si tu peux contrôler l'information qui parvient aux politiciens, alors tu n'as pas vraiment besoin de contrôler les politiciens eux-mêmes, seulement les personnes qui leur murmurent à l'oreille. Mais la question est toujours la même. Est-ce Trump qui manipule sa base quand il dit que la deuxième plus grande ville d'Iran est tombée? Ou bien est-ce Trump qui est manipulé par ses conseillers? Ou tu sais, c'est peut-être simplement de la stupidité. J'ai vu Trump, à plus d'une occasion, affirmer que Maduro avait tué des millions de personnes. C'est un exploit remarquable pour un pays de la taille du Venezuela. Mais c'est déconcertant. Cela m'offense, car nous devrions être ceux qui tuent le plus, et les Iraniens sont les plus maléfiques de tous. C'est donc offensant pour nous, pour Maduro, d'obtenir le plus grand nombre de meurtres dans le système de classement américain. Non, tu as tout à fait raison. Dans le cas de l'Iran, c'est pire que la Russie ou la Chine. Pourquoi? Parce que l'Iran soutient la Palestine. C'est le problème depuis presque 50 ans. L'Iran s'est sacrifié pour le peuple palestinien, et il le fait depuis des décennies. Malgré le Qatar et d'autres, ces dictatures riches en pétrole et en gaz, qui ont promu le sectarisme et cherché à créer de la haine envers l'Iran au fil des années, et alors que l'Occident a toujours diabolisé l'Iran, les gens voient maintenant la vérité. Et qu'est-ce que cela dit, Glenn? Qu'est-ce que cela dit de l'Iran, après toutes ces sanctions économiques, après toute cette hostilité, avec cet empire médiatique persan, anti-iranien présent en Occident, et avec ces émeutiers financés par l'Occident, et les services de renseignement occidentaux qui collaborent tous avec eux, parce que ce n'est pas le Mossad qui travaille avec eux, c'est la CIA, le MI6, le renseignement français. Ils sont tous de mèche. Les ambassades occidentales à Téhéran et dans nos pays voisins, ils en font tous partie. Mais qu'est-ce que cela dit de la République islamique d'Iran, que malgré tout cela, si elle demande au peuple de descendre dans la rue, on voit les gens sortir en si grand nombre. Quel pays peut faire cela? La France peut-elle le faire? Macron peut-il le faire? Le Premier ministre britannique peut-il le faire? Le chancelier allemand peut-il le faire? Cela montre un haut degré de légitimité. Mais en Occident, ils ne veulent pas accepter l'Iran comme légitime, car cela détruit toute leur notion de suprémacisme, l'idée qu'ils sont supérieurs au reste d'entre nous,
qu'ils ont des privilèges et des droits particuliers, qui sont plus civilisés que nous. Bien sûr, ce récit est en train de s'effondrer, car nous avons vu le génocide en cours à Gaza, et il n'y a aucune différence entre Trump et AOC. AOC a publié un message hier disant que nous devrions soutenir le peuple iranien. En d'autres termes, quoi? Une intervention? Davantage de sanctions? Les sanctions visent toutes les gens ordinaires, nous le savons. Ainsi, les États-Unis sont déjà en guerre contre les femmes et les enfants en Iran. Mais que dit AOC? Elle essaye de pousser Trump vers la guerre. C'est un parti unique, il n'y a aucune différence entre eux. Peut-être sur certaines questions d'avortement, ou peut-être sur la fiscalité, mais quand il s'agit de l'Empire, ils sont tous pareils. AOC est l'une des dirigeantes du Parti démocrate, et elle est censée être progressiste. Et beaucoup de progressistes que toi et moi connaissons et respectons l'ont soutenue. Et voilà ce qu'elle dit maintenant. Donc, le parti unique est essentiellement là pour préserver l'Empire. Mais l'Empire est en train de s'effondrer. Pourtant, au bout du compte, ces gens n'y réfléchiront pas, mais d'autres devraient le faire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lundi, des millions de personnes en Iran soient descendues dans la rue pour dire « Nous soutenons l'État, nous soutenons la Constitution, nous soutenons l'Ayatollah Khamenei et nous soutenons les politiques de l'Iran. Nous condamnons les États-Unis, le régime israélien et l'Occident, ainsi que ceux qui soutiennent les émeutiers. » Qu'est-ce que cela dit de l'Iran? Et qu'est-ce que cela dit des régimes occidentaux, des médias et des récits des groupes de réflexion à propos de l'Iran? Même si quelques surmet statut d'une société plus ouverte, attaquer un pays n'est généralement pas la bonne méthode. On ne doit pas l'acte. Je veux dire à propos des sociétés ouvertes. Le premier jour des manifestations, il n'y a pas eu de violence. Il n'y avait pas de... Mais au Royaume-Uni, si vous tenez une pancarte, si une femme juive de 85 ans tient une pancarte disant « Je suis contre le génocide », elle va en prison. À Berlin, on frappe des gens simplement parce qu'ils portent un kéfieh, symbole du peuple palestinien. En Iran, la police n'est intervenue qu'après que les choses soient devenues violentes, après qu'ils ont commencé à tuer des policiers. Et nous avons des images de cela, beaucoup d'images. Ils ont brûlé 2 jeunes hommes dans une mosquée, ils les ont piégés à l'intérieur et ont commencé à lancer des cocktails Molotov, les brûlant vifs, ou cette infirmière. Donc l'Occident n'est pas en position de parler de société ouverte. La société iranienne est bien plus ouverte que celle de l'Occident. En Occident, ils commettent un génocide. En Iran, ils s'opposent au génocide. En Occident, on arrête les gens qui s'opposent aux pratiques génocidaires. En Palestine, ce n'est même pas à propos de leur propre pays. Tu vois ce qu'ils ont fait aux étudiants des universités aux États-Unis. La liste est longue. Je veux dire la façade, la prétention d'être une société libre et ouverte, tout cela a disparu. Plus personne n'y croit. Les médias occidentaux ont détourné le regard pendant que le génocide se poursuivait, en prétendant que les émeutes en Iran étaient pacifiques et que des millions de personnes les soutenaient. Maintenant, alors que des millions de personnes descendent dans les rues de Téhéran pour dire non à l'Occident, ils détournent encore le regard. Ce n'est pas une société libre, ce n'est pas une société démocratique, ce n'est pas une presse libre, ce n'est qu'une façade. Concernant ce que vous avez dit à propos d'AOC, cela m'a rappelé une déclaration du premier président de la Tanzanie. Il a dit que les États-Unis étaient aussi un État à parti unique, mais qu'avec l'extravagance typiquement américaine, ils en avaient 2. J'ai trouvé que c'était une citation intéressante. Ma dernière question, cependant, est de savoir où tout cela pourrait mener, car,
Comme nous le savons, d'après tous les cas précédents de tentatives de déstabilisation d'un pays, l'objectif ici n'est évidemment pas aussi altruiste que la rhétorique le laisse entendre. Nous avons entendu, de la part d'Israël et de certaines voix aux États-Unis, que cela pourrait être envisagé. En fait, seulement hier, le sénateur américain Lindsey Graham a suggéré qu'il pourrait frapper l'Iran la nuit dernière ou aujourd'hui. Donc c'est imminent. Une attaque contre l'Iran. Mais oui, bombarder l'Iran pour aider son peuple, c'est apparemment la rhétorique que nous adoptons. Selon vous, quelle est la probabilité qu'une guerre éclate maintenant? Eh bien, c'est de cela qu'il s'agissait depuis le début. Ils ont manipulé la monnaie pour créer du mécontentement et des troubles. Et ensuite, leurs équipes hautement entraînées, très bien entraînées. La police a dit que ce n'était pas comme tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Leurs équipes sont sorties et ont commencé de manière systématique à détruire des biens et à tuer des gens. Donc tout cela visait à créer, je ne sais pas, de l'instabilité en Iran, ou du moins un récit d'instabilité en Iran, disons. Ce serait plus exact, afin de légitimer des frappes contre le pays. Et c'est pour cela que la CIA, le Mossad et d'autres font cela. Ils essaient de créer la justification d'une guerre. Mais l'Iran est prêt pour la guerre. Et après les manifestations que nous avons vues aujourd'hui, le peuple soutient l'État, tout comme pendant la guerre de 12 jours. Les personnes qui ont mené les émeutes n'étaient pas avec le peuple pendant la guerre de 12 jours. Elles étaient opposées, elles étaient de l'autre côté, une petite minorité. Mais après aujourd'hui, si les États-Unis frappent, ce sont ces personnes qui resteront fermes et résisteront lorsque l'Iran ripostera. Et l'Iran pourrait frapper le premier s'il perçoit une menace imminente. C'est une nouvelle politique. Les Iraniens ont déclaré que s'ils se sentent menacés, ils pourraient lancer une attaque avant l'autre camp. Comme Trump a menacé l'Iran et que le régime israélien a déjà mené une attaque éclair, l'Iran est aujourd'hui bien plus préparé à la guerre. Ironiquement, les 10 derniers jours ont fini par renforcer l'Iran plutôt que de l'affaiblir. Cela a rendu la population unie et en colère contre ces émeutiers, ces terroristes et les Occidentaux qui les soutiennent, car ils ont provoqué tant de morts, de chagrin et de destruction. Je pense donc que l'objectif depuis le premier jour, en commençant par la manipulation de la monnaie, était de créer un environnement permettant de justifier une guerre. Et c'est exactement ce que ferait Trump. Les Américains bombarderaient et tueraient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Iraniens, en pensant que le monde soutiendrait ces manifestants. Mais en réalité, ce qui se passera, c'est que l'Iran ripostera contre les Américains avec une telle force et sur tous les fronts que cela fera s'effondrer l'économie mondiale et avec elle, l'économie américaine. Certaines personnes en Occident disent que cela n'arrivera pas. Eh bien, nous verrons. Nous verrons bien. Les capacités de l'Iran ont vaincu Israël. Chacun peut aller voir ce que Steve Bannon a dit le lendemain du cessez-le-feu. Il a affirmé que la véritable histoire, c'est que Netanyahou et le régime israélien étaient désespérés. Ils subissaient de lourdes frappes et avaient besoin du cessez-le-feu pendant les 3 ou 4 derniers jours, peu importe. Aujourd'hui, l'Iran est bien mieux préparé, mais surtout, ses capacités à frapper le régime israélien sont bien plus grandes qu'il y a 7 mois. Mais cela n'est qu'un élément secondaire. Les véritables capacités de l'Iran ne sont pas dirigées contre les Israéliens. Elles visent les Américains, le Golfe Persique, l'océan Indien, l'autre rive du Golfe Persique. Pourquoi? Parce que depuis 3 décennies, les Américains affirment que toutes les options sont sur la table. Alors, depuis 3 décennies, l'Iran se prépare à une guerre contre les États-Unis. L'Iran possède de nombreuses bases souterraines de drones et de missiles,
des missiles à courte portée, à moyenne portée, qui sont beaucoup plus faciles à déplacer et à tirer que les missiles à longue portée, et bien plus nombreux. Ainsi, l'Iran peut dévaster très rapidement tout ce qui se trouve sur son chemin. Et si les États-Unis veulent faire la guerre à l'Iran, l'Iran ne se retiendra pas. Les Américains ont frappé l'Iran une fois, et l'Iran a détruit des installations américaines clés à Doha avec 6 missiles qui ont touché la base. Les Américains l'ont d'abord nié, si tu te souviens, mais ensuite les images sont sorties. Les Américains veulent faire la guerre. Ce ne sera pas comme ça. Les Iraniens vont se battre à fond. Le président du Parlement l'a dit aujourd'hui, et je crois qu'il l'a aussi dit hier au Parlement. Donc je pense que c'était l'objectif, et je pense que c'est ce que veulent les sionistes et les néoconservateurs. Mais au final, si cela se produit, cela détruira les économies occidentales. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons. Ce n'est pas quelque chose que voudrait une personne sensée. Mais les États, l'Occident, sont entre les mains des sionistes. Quand AOC et Trump disent la même chose, il y a une raison à cela. C'est parce que les personnes qui ont réellement de l'influence et du pouvoir leur disent de dire la même chose. J'ai aussi l'impression que s'ils décident de lancer une autre guerre contre l'Iran, et cela semble de plus en plus probable, les choses se dérouleront très différemment cette fois. Mais penses-tu vraiment que l'Iran pourrait prendre les devants? Juste une chose, l'Irak. S'il y a une guerre avec l'Iran, les alliés de l'Iran en Irak s'en prendront aux Américains. Et les partisans de l'Iran en Azerbaïdjan, ils ne resteront pas silencieux. C'est la même chose au Yémen. Ce n'est pas une guerre que les Américains peuvent gagner. Ils n'ont pas la moindre chance. Et ce ne sont plus les États-Unis d'il y a 20 ans. Et cet Iran n'est pas l'Irak. L'Iran n'est même pas le Vietnam. Donc vous savez, encore une fois, les sionistes s'en moquent parce qu'ils sont pro-Israël avant tout. Ils ne se soucient pas des intérêts américains. Ils veulent la guerre parce que cela sert les intérêts du régime israélien. Ils ne se préoccupent pas des conséquences, de la manière dont cela pourrait dévaster l'Europe, les États-Unis et le monde entier. Eh bien, professeur Marandi, merci d'avoir pris le temps. Je savais que je devais traverser la ville pour me rendre au studio, alors je vous en suis vraiment reconnaissant. Tu vois, Glenn, quand je dis que c'est toujours un plaisir, toujours un honneur, je te dis la vérité. Rien que le fait qu'ils me laissent entrer dans ce bâtiment, faire cette interview, utiliser Internet, venir à l'émission, ça en vaut la peine. Quelle excellente émission tu as. Eh bien, nous te remercions vraiment. Merci. Thank you.